aujourd'hui, on va poser un certain nombre d'éléments pour rentrer dans le sujet, avec donc un certain nombre de définitions sur qu'est-ce que le religieux, qu'est-ce que le sacré, qu'est-ce que le profane, comment ça fonctionne, cette dialectique du profane et du sacré. Et on verra aussi, pour avoir quelques repères, un certain nombre de chercheurs qui font référence dans ce domaine du thème du sacré en anthropologie, dont vous avez déjà entendu parler pour certains, comme Émile Durkheim, Marcel Mauss, Roger Caillois, Rudolf Otto, dont on avait déjà un petit peu parlé, Ernst Cassirer et Mircea Eliade. Donc, vous donner quelques repères. La prochaine séance, donc qui ne sera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, ce sera l'étude de ce qu'on va appeler la fonction du sacré, les invariants de l'homme, puisqu'on va s'intéresser à ce que les anthropologues appellent aujourd'hui l'homo religiosus, homo religiosus, c'est-à-dire l'homme religieux ou homme symbolique. Et on va bien définir qu'est-ce qu'on entend par religiosus, puisque ça dépasse, disons simplement, le domaine des religions. Mais ça touche plus à vraiment une structure fondamentale de l'homme, comme on le verra. Donc on étudiera les grandes fonctions du sacré, que sont les archétypes, les mythes, les symboles, les rites. Donc les invariants de la conscience humaine, avec ces 4 ou 5 fonctions essentielles du sacré. Et ensuite, nous verrons 2 applications dans l'histoire de l'humanité, l'application à l'espace et l'application au temps, qui sont les 2 constituants de ce qu'on va appeler une géographie sacrée, avec un espace sacré, un temps sacré, et comment les civilisations anciennes, et encore aujourd'hui, font ce passage d'un espace profane à un espace sacré, comment se passe ce processus de sacralisation, tant donc, du point de vue de l'espace, par rapport à la construction des villes, de la maison, des temples, des tombeaux, c'est extrêmement large, et par rapport au temps, ce processus de sacralisation du temps à travers l'instauration d'un calendrier, l'alternance des jours fériés, des jours de fête et des jours dits profanes. Comment se passe ce processus, comment ça s'est passé dans l'histoire et comment cela se traduit encore aujourd'hui. Voilà le programme qui va nous amener donc jusqu'au 19 juin, jour où on fera la petite fête. Parce que ça sera la dernière activité de l'année. La petite fête, enfin le petit repas pour célébrer en même temps, puisqu'on sera dans le temps, on sera très proche du solstice d'été. Donc on va faire un grand feu là-haut, qu'on sautera, etc. Et on verra qui survit. Au passage, c'est une blague. Je vois Christiane qui est très inquiète. Sauter le feu. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'introduction avec ce thème, l'origine de la conscience, qui est évidemment un vaste sujet, où je vais vous expliquer un certain nombre de nouvelles données de l'anthropologie, puisqu'en fait, depuis 30 ans, il y a eu énormément de découvertes faites dans le domaine de l'anthropologie. Et quand on parle des origines de l'homme, on parle de paléoanthropologie. Paléoanthropologie, c'est-à-dire toute l'étude de nos origines. Et il est absolument incroyable de constater que depuis 30 ans, les découvertes faites dans ce domaine ont fait reculer
de manière spectaculaire les horizons de cette discipline, puisque en 30 ans, on peut dire que l'ancienneté de l'homme a reculé de plusieurs centaines de milliers d'années, voire même quelques millions. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui sera probablement infirmé dans les années qui viennent. Donc vous prenez tout ce que je vous raconte comme une photo de ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut dire aujourd'hui, sachant que probablement dans 5 ans, dans 10 ans, on aura fait d'autres découvertes et d'autres éléments vont apparaître dans ce domaine tout particulièrement. Donc, il est évident que c'est une accélération brutale qui n'était pas forcément attendue de cette connaissance du passé ancien de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous livre une nouvelle vision de l'émergence de l'homme, de qu'est-ce que l'homme, enfin, qu'est-ce qu'on peut appeler l'homme, qui appartient à ces branches homo, de son évolution, de sa spécificité et de son histoire. Notamment, il faut citer en tout premier lieu les découvertes donc de ces 30 dernières années qui ont été faites en Afrique, dans la fameuse vallée qu'on appelle le Rift, qui est toute une fracture, la Rift Valley, qui va de l'Éthiopie à la Tanzanie, en passant par le Kenya, où donc ont été faites des découvertes absolument extraordinaires et essentielles pour la connaissance des origines de l'homme. Vous avez peut-être entendu parler, découverte de la fameuse Lucie, mais aussi, beaucoup plus ancien, de l'homme de Toumaï, qui a été daté de 7 millions d'années. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir donc des recherches qui parlent d'une ancienneté de l'homme de 7, 8, voire 10 ou 12 millions d'années. Comment ça s'écrit, Toumaï? Toumaï, l'homme de Toumaï, c'est T-O-U-M-A-I, tréma. Toumaï. Et Lucie, bon, elle est plus connue. À combien d'années? Toumaï, 7 millions, l'homme de Toumaï. Et plus, jusqu'à 10, on va même jusqu'à 12 aujourd'hui, pour se demander si il n'y avait pas déjà des spécimens humains, spécifiquement humains, dès cette époque extrêmement reculée. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de preuves, mais il n'est pas impossible qu'on fasse, dans les années qui viennent, d'autres découvertes. Lucie, c'est 3. C'est une petite jeune, Lucie, vraiment une petite jeune. 2,5-3 millions d'années. Alors, c'est à partir de 1959. Donc, voyez, là, ça remonte un petit peu plus, à peu près 60 ans. Donc, en Tanzanie et au Kenya, que des archéologues ont découvert des vestiges humains provenant de crânes et de squelettes qu'ils ont datés, donc, de manière, on va dire, sûre, scientifique, entre guillemets, de plus de 2 millions d'années. Alors, à ces fossiles, à ces restes, ont été associés, enfin, on a trouvé ensemble, associés en même temps, des galets taillés, soit sur une face, soit sur les deux faces. Et les archéologues ont trouvé que ces galets étaient signes d'une très grande habileté technique. Et donc en 1964, je fais un petit peu d'historique, en 1964, il y a une dénomination qui a été donnée à cet homme, puisqu'il témoignait d'une habileté technique et manuelle. On lui a donné le nom d'Homo habilis. Homo habilis, successeur donc, de l'Australopithèque. Cet Homo habilis, donc, il se situe aujourd'hui entre 2,5 millions d'années et 1,7 ou 1,8 millions d'années.
chez cet Homo habilis, les anthropologues voient l'ébauche de caractéristiques physiques, culturelles et sociales qui serviront de base plus tard au développement de l'Homo sapiens. C'est pour ça qu'on parle d'un phylum, d'une continuité entre cet Homo habilis et ce qui deviendra plus tard l'Homo sapiens. Donc l'Homo habilis, donc littéralement l'homme habile, est une espèce du genre Homo, c'est-à-dire là il n'y a pas de doute, ce n'est pas un primate ou un hominidé, c'est un Homo qui vivait donc entre 2,5 et 1,8 millions d'années, notamment en Afrique du Nord, en Afrique orientale et en Afrique australe. Il y a environ, alors, quand on dit environ, c'est vraiment environ, il y a environ 1 700 000 ans, à l'Homo habilis a succédé l'Homo erectus, dont les traces les plus anciennes ont été trouvées au Kenya. C'est toujours entre l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Et cet Homo erectus s'est répandu largement, c'est beaucoup développé, jusqu'au moment où il a disparu. Et là, on ne sait jamais exactement pourquoi. À un moment donné, il y a l'extinction d'une branche. Il y a environ 250 000 ou 300 000 ans. Donc vous voyez, cet Homo erectus, il a duré longtemps, pratiquement, enfin, ce qu'on peut dire aujourd'hui, autant que l'Homo habilis. Alors, attention à cette dénomination, Homo erectus, parce qu'elle pourrait prêter à contresens, puisque cette dénomination a été donnée à la fin du 19e, donc il y a pas mal de temps, puisque on pensait que c'était à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là seulement, que l'homme s'était mis debout, s'était relevé. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien, puisque on sait de manière certaine que la station debout, ou la bipédie, est déjà la caractéristique de l'Homo habilis. Donc cet Homo erectus, ce n'est pas sa spécificité que d'être debout, puisque l'Homo habilis l'était déjà. Et là où il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment, c'est de savoir, de chercher si, même antérieurement à l'Homo habilis, ce système de bipédie n'existait pas déjà. Ce que l'on peut constater de manière assez facile avec la forme du crâne, la forme des os de la colonne vertébrale, parce que lorsqu'on se tient debout ou à quatre pattes, il n'y a pas du tout la même forme, configuration du crâne et du trou occipital, etc. Donc là, il y a vraiment des preuves avec les fossiles qui sont quand même assez certaines. Donc ça, c'est une grande révolution. C'est le fait que la bipédie semble être une caractéristique de la lignée humaine et qu'elle soit très ancienne. Oui, probablement il était bipède aussi. Oui. Et ce qui est évidemment très troublant, c'est que probablement il y avait des hommes debout, plus anciens que des singes ou des primates qui sont très cousins germains, vous savez, des hommes, mais qui sont apparus plus tard. C'est pour ça que de manière un petit peu schématique et provocatrice, on dit aujourd'hui que ce n'est pas l'homme qui descend du singe, mais le singe qui descend de l'homme. Bon, c'est un peu évidemment caricatural, mais c'est pas entièrement faux non plus, puisqu'on va avoir des singes comme les plus proches des hommes, comme les orang-outans, les bonobos ou les chimpanzés, qui sont plus tardifs que certains représentants de la ligne Homo. Ce qui est certain, c'est que les dessins qu'on trouve encore aujourd'hui dans les manuels scolaires, où on voit le singe qui se relève, qui perd ses poils et qui s'humanise, là, il faudrait vraiment faire quelque chose auprès de notre ministre de l'Éducation nationale pour les supprimer, parce que là, vraiment, c'est totalement obsolète. Il faudrait le remplacer par
Les embranchements auxquels on arrive aujourd'hui, qui sont publiés dans des revues de vulgarisation, qui ne sont pas mystérieux, mais qui n'ont pas encore franchi la porte des institutions scolaires. Le fameux chaînon manquant, dont on sait que de toute façon c'est plus la peine de le chercher, puisqu'il n'y a pas de chaînon manquant. Bon. Alors, tout ça pour dire que Homo erectus est vous voyez, c'est témoin d'une connaissance du 19e, mais qui aujourd'hui n'a plus de lieu d'être. Ce qu'on peut dire, c'est que cet Homo erectus, il s'est transformé lentement en Homo sapiens, et l'Homo sapiens se manifeste donc il y a environ 250 000 ans, disons 250-300 000 ans, on passe 50 000 ans près, 250-300 000 ans. Et au départ, ce que les chercheurs ont dit, c'est que cet Homo sapiens subdivisait en 2 sous-espèces, qu'on a appelé l'Homo sapiens néandertalensis, c'est-à-dire l'Homo sapiens de Néandertal, et Homo sapiens sapiens. L'Homo sapiens néandertalensis, il était reconnaissable notamment aux immenses tombes et grands lieux funéraires qu'on a trouvés, notamment en Europe. Et là, les plus anciennes tombes ont été trouvées, pas très longtemps, en Israël, et elles datent de 90 000 ans. Les premiers monuments funéraires, ensembles funéraires, les plus anciens, datent de 90 000 ans. Donc, on a subdivisé au départ l'Homo sapiens en Homo sapiens donc Néandertal et Homo sapiens sapiens, qui était appelé l'homme moderne, qui serait apparu il y a environ 40 000 ans, qui est cet homme moderne, créateur de la culture du paléolithique supérieur et du fameux art des cavernes. Le fameux art pariétal qu'on trouve magnifiquement représenté en France, en Espagne, où il y a énormément de cavernes ornées qui ont été trouvées. Altamira est peut-être la plus célèbre. Chez nous, on a évidemment Lascaux, en Dordogne. Et évidemment, et là on peut vraiment être fier d'avoir une des plus belles, qui est la grotte Cosquer. On a récemment parlé aussi de la grotte Chauvet, où il y a eu des... Alors, c'est plus récent. Disons que par rapport à ces grottes, il y a toujours des fourchettes, entre 40, 30 et 20 ou 15 000 ans. Pour Cosquer, on a reconnu plusieurs couches, plusieurs strates. Et pour Lascaux, Altamira, c'est pas. Mais disons, cet art pariétal surgit de manière magnifique aux environs de 40 000. Enfin, il existe déjà aux environs de 40 000. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'homme de Néandertal a été considéré par la plupart des auteurs, même si, bon, vous imaginez, toutes ces recherches donnent lieu à beaucoup de discussions, de controverses, tout le monde n'est pas d'accord, c'est évident. Nous en France, on a des grands représentants, comme Coppens, Pascal Pic, André Leroy-Gourand à l'époque. Mais il y a évidemment aussi une énorme bataille au niveau des pays pour savoir quel est le pays qui contient le reste le plus ancien. Il y a là une lutte absolument incroyable entre le Kenya, l'Éthiopie, pour savoir qui est le berceau. C'est souvent une expression, le berceau de l'humanité. Donc l'homme de Néandertal est maintenant considéré par la plupart des auteurs comme une espèce indépendante, donc comme une branche indépendante de l'Homo sapiens. Et il semble qu'ils aient évidemment, notamment en Europe, on a trouvé des restes, ils auraient coexisté. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens auraient coexisté. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de manière plus simple de l'homme de Néandertal et non plus de sapiens néandertalensis, puisque Néandertal n'est pas un sapiens, et de l'Homo sapiens, qui est l'ancien Homo sapiens sapiens, qui est devenu donc maintenant Homo sapiens.
puisque l'homme de Néandertal est une branche à part. Et ça a été difficile de reconnaître ceci, puisque l'homme de Néandertal a longtemps pâti d'un jugement extrêmement négatif par rapport à l'Homo sapiens. Il est souvent, et encore aujourd'hui, considéré dans l'imagerie populaire comme un être vraiment simiesque, un peu fruste, un peu attardé, pas très, très beau. Et en fait, les progrès de l'anthropologie, depuis les années 60, ont révélé que l'homme de Néandertal est un être d'une grande richesse culturelle, puisque pour avoir construit tous ces ensembles funéraires, ça ne pouvait pas être un homme fruste et attardé, fait. Donc un homme d'une grande richesse culturelle, plus robuste même que l'Homo sapiens, avec un cerveau légèrement plus volumineux, et peut-être même mieux adapté à son milieu que l'Homo sapiens. Donc aujourd'hui, on assiste à une revalorisation de l'homme de Néandertal. Alors, il a disparu, il y aurait environ 30 000 ans, et là, ça reste un mystère, encore à élucider, la disparition de l'homme de Néandertal. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tous les représentants actuels de l'humanité sont des descendants de l'Homo sapiens. C'est-à-dire, nous appartenons tous à la branche de l'Homo sapiens. C'est-à-dire, malgré la multiplicité des branches ou des branchettes qui sont développées depuis des millions d'années, parce que je ne vous ai pas tout dit, mais il y a l'Homo faber, l'Homo ergaster, l'Homo antecessor, enfin bon, il y a plein de branches. Tout ce qui reste de cette immense évolution, c'est l'Homo sapiens. Avec effectivement un cerveau plus petit, donc une boîte crânienne plus petite, l'intelligence qu'on connaît, mais qui n'est peut-être pas si éloignée de l'intelligence de l'homme de Néandertal. Donc, nous sommes tous des Homo sapiens. Mais on pense que l'homme de Néandertal était plus intelligent. Non, pas plus intelligent que l'Homo sapiens, mais là où les archéologues, enfin les anthropologues donnent une spécificité, c'est dans l'adaptation, la capacité d'adaptation au milieu, à l'environnement, où là peut-être il avait des caractéristiques supérieures à celles de l'Homo sapiens. Donc il n'est pas dit que l'Homo sapiens vive éternellement. Peut-être va donner naissance à d'autres branches. Ça, pour l'instant, on sait. Donc en tout cas, Homo sapiens, c'est la seule branche qui est survécue. C'est l'Homo sapiens qui perfectionne l'industrie de la pierre, travaille aussi l'os, le bois, l'ivoire, et qui va créer ce fameux art des cavernes, l'art pariétal, qui est une remarquable preuve de l'expérience esthétique de l'Homo sapiens, l'art pariétal, l'art des cavernes. Donc là, qui est typique de l'Homo sapiens. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la signification de ces peintures, et on a beaucoup évolué depuis quelques dizaines d'années, puisque pendant longtemps, on a pensé que c'était simplement des scènes de chasse qui étaient représentées. On a dit ensuite que c'était des peintures un peu magiques, mais toujours liées à la chasse, puisque si on représentait le fait qu'un homme tue un animal, c'était par magie sympathique, disons, pour favoriser les résultats concrets de la chasse. Ensuite, on a parlé de totémisme, et aujourd'hui, il y a des études qui vont beaucoup plus loin pour dire qu'en fait, il y a ces représentations d'animaux, aussi divers soient-ils, les mains, les traits, il y a des croix, il y a des zigzags, il y a des spirales, enfin il y a plein de motifs qui sont des motifs symboliques et qui feraient référence à l'illustration de certains mythes et de certaines croyances très profondes des hommes de cette époque. Donc ce n'est pas simplement de l'art, ou de l'art utilitaire, disons, pour la chasse, ou l'art totémique, mais un art symbolique
Et on a répertorié, on a classifié tous les mythogrammes, on appelle les mythogrammes, qui ont été représentés pour montrer qu'il y avait vraiment un savoir, et un savoir déjà profond, subtil, à cette époque était représenté. Pour aussi profiter d'une manière extrêmement habile et intelligente de toutes les anfractuosités, les bosses, enfin la structure de la grotte pour faire surgir cet art. Certains parlent aussi de lieux d'initiation, que ces grottes, ces cavernes n'auraient en fait pas été habitées. C'est-à-dire, on n'y aurait pas fait la cuisine, on n'y aurait pas fait du feu, parce qu'on a peu retrouvé, on va dire, aucun reste alimentaire ou autre, mais donc des grottes sacrées pour l'activité en fait religieuse de l'homme. Donc ça, c'est évidemment très important à l'appui de la thèse que je déclinais tout à l'heure, à savoir que l'Homo sapiens, en fait, est un Homo religiosus, ou symbolicus, ou symbolicum, c'est-à-dire que l'Homo sapiens, sa caractéristique, c'est d'être déjà un homme symbolique ou un homme religieux, c'est-à-dire qui vit l'expérience du sacré, en fait. Et donc ça évidemment, ça révolutionne quand même la vision de l'homme, puisque comme on va le voir, c'est mon premier thème, c'est que déjà la présence de l'homme symbolique, on peut la détecter, pas simplement au niveau de l'Homo sapiens, mais bien avant, déjà au niveau de l'Homo habilis. Homo habilis, Homo erectus, témoigne de la présence de l'Homo symbolicus. Bon, c'est les termes latins, toujours en science on utilise les latins, souvent encore, de l'homme symbolique. Ça veut dire que l'activité symbolique, qui est l'activité spécifique de l'humain, est antérieure à l'apparition de l'homme moderne, antérieure à l'apparition de l'Homo sapiens. Donc, ça veut dire que le vécu, une vision, une représentation symbolique du monde et de l'homme remonte à plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, on sait aussi que, par exemple, l'Australopithèque, qui est le présumé ancêtre du genre Homo, donc il y a à peu près 3 millions d'années, avait déjà un sens esthétique, une perception symbolique, et pouvait réussir un certain nombre de processus, parce que c'est à cela que ça se voit, ou d'action, ou de créativité, ou de fabrication, que l'on pensait jusqu'alors réservés à l'Homo sapiens. Alors, quels indices on a que ça remonte aussi? Alors, je vais l'expliquer. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'Homo habilis, donc là j'insiste, c'est 2,5 millions, 3 millions d'années, bon, mais ça reste ouvert peut-être pour une plus grande antériorité, est doué de sens esthétique, du sens de la symétrie et d'une conscience de la créativité. Je vous résume ce à quoi les chercheurs sont arrivés. Donc, sens esthétique, sens de la symétrie et d'une conscience de la créativité. Alors, comment est-on arrivé là? Des preuves. Alors, là, je me base sur ce qu'ont écrit Yves Coppens, André Leroi-Gourhan aussi. Yves Coppens, André Leroi-Gourhan. Et ceci est bien résumé dans un des ouvrages, mais il y en a d'autres, de Julien Ries. Julien Ries, qui est un docteur en philologie, histoire orientale, qui a écrit plusieurs livres sur les expériences du sacré de l'homme, où il fait un petit peu un état de la situation. Je donnerai les références tout à l'heure. RIES. Donc, l'Homo habilis,
l'Homo habilis, a déjà, je cite, des techniques d'acquisition, donc acquisition de techniques, de savoir, de fabrication et de consommation qui supposent une conscience à la fois symbolique et créatrice. Je cite Coppens qui dit « L'homme, pour la première fois dans l'histoire, va étendre son territoire et savoir qu'il sait. » C'est-à-dire, ce n'est pas simplement qu'il a des connaissances, mais une conscience qui est déjà là, du savoir qu'il possède. L'Homo habilis vit déjà des expériences esthétiques. Et ils les ont mis en évidence, aussi bien Coppens que Leroi-Gourhan, que cet Homo habilis est un créateur. Et Coppens insiste sur le fait que, à partir de ses premières réalisations, l'homme n'a plus cessé de créer, car la réflexion sur chaque découverte a alimenté une nouvelle création. Donc cet homme créateur de culture, donc vous voyez, c'est quand même très nouveau de définir l'homme d'il y a 3 millions d'années, ou demi, comme un créateur de culture. Ils emploient cette expression. L'homme créateur de culture, spectateur de son environnement, s'est trouvé en relation déjà avec les 5 grands symboles primordiaux qui, évidemment, seront développés plus tard par l'Homo erectus de Néandertal et Sapiens, qui sont la voûte céleste diurne et nocturne, c'est-à-dire l'observation de la voûte céleste, tant durant le jour que durant la nuit, et les symboles solaires, lunaires, le soleil, la lune, le mouvement des astres, et tous les éléments de l'environnement comme l'eau, le feu, l'arbre, la montagne, oui, par rapport, ils n'ont pas découvert encore, l'Homo habilis n'a pas découvert le feu. Ça sera plutôt l'Erectus, où on a des preuves de feu, de rituel du feu au niveau de l'Homo erectus, mais Homo habilis, on n'a pas encore trouvé. Peut-être, mais au niveau du soleil, de la lune, observation du ciel, il y a des analogies déjà qui sont faites. Alors, l'Homo habilis, donc, en résumé, est déjà un bipède, bon, ça c'est clair, utilisant l'outil, on a trouvé des outils, et les outils, pour les anthropologues, ça suppose un projet. On ne fait pas un outil pour faire un outil, parce qu'on n'a rien à faire, ça suppose un projet, et ça implique l'intervention de l'imaginaire. C'est-à-dire avoir l'idée du résultat escompté, projeter un schéma, et ce que l'on sait, c'est que cet Homo habilis fait le choix des matériaux qu'il utilise en fonction de 2 critères, la couleur et la solidité, puisque ce qu'on a trouvé, ce sont des galets taillés. Et qu'en fonction de leur utilisation, eh bien, il y avait un choix qui était fait, donc selon ces 2 critères qu'on a trouvés, la couleur et la solidité. Un autre élément très important, c'est la taille en biface. C'est-à-dire que ces galets sont taillés sur les 2 faces. Ce qui prouve, pour les chercheurs, une recherche de symétrie et une préoccupation utilitaire peut-être, mais aussi esthétique. C'est-à-dire que ça semble simple, mais pour tailler un galet, au silex, sur les 2 faces, eh bien, cela met en jeu, met en action un certain nombre de réflexions ou donc de recherche de l'esthétique. Voilà les éléments. Je dirais que ce n'est pas grand-chose, mais pour les chercheurs qui sont habitués à décrypter ces silex, ces galets taillés, c'est très important d'étudier le type de taille, le type de couleur, le type de matériaux utilisés en fonction de l'utilisation. Et cela suppose donc déjà, ils disent, qu'il y a un projet, et donc un projet quasi culturel.
et pas simplement de survie. Puisqu'on a souvent présenté ces hommes anciens comme étant simplement en recherche d'une survie matérielle. Il semblerait qu'ils aient développé d'autres caractéristiques. C'est Julien Ries qui dit « C'est la fonction symbolique qui a joué le rôle d'élément moteur et de lien entre la conception du projet et sa réalisation par le geste et l'outil. » Donc ça, c'est extrêmement différent de la vision qu'on avait jusque dans les années 50, qui avait été développée notamment par André Leroi-Gourhan, qui disait qu'à partir du moment où l'homme s'était redressé, cela avait dégagé sa vue et ses mains, et c'est à ce moment-là qu'il avait commencé à fabriquer des outils. Bon, là, il semblerait que ce ne soit pas du tout ce critère-là, puisque l'homme est déjà bipède, et qu'il construit, il taille des silex, des galets, et dont certains aussi n'ont pas forcément une utilité immédiate. Ça aussi, c'est un critère très important. Même des comportements qu'on appelle altruistes auraient été décelés déjà à cette époque par rapport à des découvertes de fossiles qui ont été faites, c'est-à-dire d'un homme qui n'est pas uniquement préoccupé par sa survie immédiate et qui ne pense qu'à lui. Donc, pour dire que bon, y a vraiment des découvertes qui font beaucoup bouger. Ainsi, ça c'est toujours Julien Ries qui dit, la symbolisation est à l'origine de la culture. Elle est un élément fondateur de l'hominisation, une propriété de l'espèce humaine, la carte d'identité de l'homme dès son émergence. Donc, une manière de définir la spécificité de l'homme, eh bien, c'est cette faculté de symbolisation, faculté symbolique, donc une faculté culturelle. Je n'ai pas très bien compris l'aspect de symbolisation. Je comprends l'aspect de projet, effectivement, de création en fonction de but, fonctionnel, mais l'aspect symbolique. Alors, on a trouvé des galets avec, par exemple, une représentation extrêmement schématique, symbolique de l'homme, avec les bras, les jambes, enfin, donc là, qui n'avait pas une fonction, disons, utilitaire immédiate, ou des représentations de soleil. Oui, c'est gravé, gravé sur des roches, sur des galets. Et donc là, c'est, puisqu'on pourrait dire le silex, le galet, c'est taillé, c'est pour chasser. Mais là, c'était pour faire des représentations qui n'ont pas une utilité immédiate, en ce sens. Alors, ça c'est pour l'Homo habilis. L'Homo erectus, il y a donc à peu près 1,7 million années, il fait son apparition, et là, on va trouver dans les restes de l'Homo erectus des traces de feu. Donc là, oui. Et c'est pareil pour le feu. On sait que parfois, c'est bien sûr pour se nourrir, pour faire cuire les aliments, mais aussi peut-être une utilisation plus rituelle du feu. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est associé dès cette époque avec des rituels funéraires. Comment sait-on qu'il y a des rituels funéraires ? Eh bien parce qu'à côté des ossements, des squelettes, on a trouvé des offrandes, enfin des objets qui étaient associés, donc qui étaient placés à côté du défunt, peut-être pour l'accompagner dans sa vie post-mortelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'observation de rituels funéraires est un des critères essentiels de ce qu'on appelle l'humanisation. À partir du moment où il y a rite funéraire, c'est qu'il y a une vision de l'au-delà, ou en tout cas une vision de ce qui se passe après la mort, de ce qui n'est pas directement visible. Puisqu'on place des objets familiers du défunt à côté de lui, on va
placer des aliments, mais aussi des objets familiers. C'est donc qu'il y a une vision de quelque chose qui continue après la mort. Sinon, pourquoi placer ces éléments à côté du défunt? Donc, rituel du feu, rituel funéraire, et c'est décrypté donc comme étant un élément essentiel de cet homo déjà peut-être religiosus, en tout cas symbolicus, puisque quand on dit symbolique, c'est aussi la capacité de pouvoir se représenter ce qui n'est pas présent. Capacité de représenter ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas tangible, donc expression d'un autre plan. Alors l'Homo erectus, lui, il a amélioré les techniques de taille, étendu la gamme des outils. C'est lui qui a réalisé les premières haches, donc pas simplement les premiers silex, mais les premières haches. Et les outils façonnés par Homo erectus se perfectionnent. C'est toujours des outils symétriques. Et là aussi, il y a une forte adaptation des outils aux conditions locales et aux besoins humains. Bon, là, je ne peux pas vous dresser la liste, mais on a trouvé des objets particulièrement bien adaptés en termes de choix des matériaux aux conditions locales, évidemment, et aux besoins de l'homme. Donc on va trouver aussi des bifaces avec une double symétrie, bilatérale, bifaciale, enfin, qui semblent liées pas simplement à une amélioration technique de l'outil, mais un souci esthétique. C'est pour ça qu'on sort d'une vision uniquement utilitariste. C'est ça qui fait basculer de l'homo faber, de celui qui fabrique pour survivre, à celui qui a déjà toute une vision symbolique et culturelle. Bon, voilà un peu pour quelques éléments du passé lointain. Alors, évidemment, ce qui fait la révolution, enfin, de ce que l'on peut savoir aujourd'hui, avec l'Homo sapiens, c'est que là, manifestement, et peut-être donc aussi l'homme néandertal, évidemment, on n'est pas simplement face à un homme symbolique, mais là à un homme religieux. C'est ce qu'on va appeler l'homo religiosus. Donc, ce que disent les chercheurs, c'est que l'homo sapiens résulte de l'émergence d'un nouvel état de conscience. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui surgit avec l'homo sapiens et préparé par l'homme de Néandertal, un nouvel état de conscience, et c'est Mircea Eliade qui dit l'originalité de l'homo sapiens est cette reconnaissance d'un tout autre, cette fameuse expression le tout autre, entre guillemets, tout autre. Je vais largement revenir là-dessus parce que c'est ainsi que les anthropologues définissent le sacré. Le tout autre. C'est-à-dire une reconnaissance d'une altérité. Donc, l'homo sapiens reconnaît ce tout autre, c'est à ce moment-là l'éveil de la fonction du sacré, et on peut dire que l'homo sapiens est homo religiosus. La spécificité de l'homo sapiens est d'être homo religiosus. Julien Ries explique, le néolithique, c'est-à-dire vers 10 000 à peu près avant Jésus-Christ, où là on commence à avoir vraiment beaucoup de matériaux, le néolithique devient la grande époque de l'élaboration des mythes, déjà esquissés au paléolithique supérieur. Le paléolithique, c'est 40 000, 30 000 ans. Ensuite, le néolithique. Donc vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et là, on commence à avoir, notamment dans Mésopotamie ou dans la vallée de l'Indus, vraiment beaucoup de preuves de cette époque. C'est la grande époque de l'élaboration des mythes. Donc les mythes cosmogoniques, les mythes théogoniques des pays méditerranéens, c'est-à-dire tout ce qu'on a un peu déjà étudié, les mythes de l'Égypte, de Sumer, de la Chaldée, pays de Canaan, enfin tous ces pays qui se dotent de structures mythologiques. La Grèce très très archaïque, mais plutôt la Crète.
les mythes d'origine de l'homme, des animaux, des plantes, des céréales, les mythes d'origine de la vie, les mythes liés à la sexualité, à la femme. C'est-à-dire comment apparaît aussi le processus de mort, comment d'immortel, entre guillemets, l'homme devient mortel. Enfin, les mythes qui vont raconter l'origine de toutes les choses que l'on connaît. L'homme prend davantage conscience du mystère de la naissance, de la mort et de la renaissance, identifié dans le rythme même de la végétation. C'est pour ça que les premières représentations de Dieu ou de déesse vont être toujours liées à la nature. Et notamment à cette fameuse déesse mère qu'on trouve dans toutes les traditions, symbole de fertilité, de fécondité, qui est même probablement l'archétype, le modèle essentiel avant que n'apparaissent les dieux masculins, les dieux pères. Plus on recule dans l'histoire des civilisations, plus on trouve le modèle féminin. Et ça prouve que c'est vraiment lié à la nature, avec ses cycles, liés à la lune, liés vraiment à la fécondité, à la fertilité. Vous avez des représentations, je pense à la femme de Brassempouy ou la Vénus de Lespugue, qui sont des représentations très archaïques de femmes qui ont des grosses poitrines, des grandes hanches, des hanches des fesses, enfin, tout ce qui est symbole de l'abondance, de la fécondité, de la fertilité. Donc ça daterait de cette époque, du néolithique vers 10 000. Donc ce qui se produit avec l'Homo sapiens est capital, puisque l'homme s'approprie la complexité qui le constitue, et c'est grâce à la fonction du sacré, donc, que cette émergence de l'Homo sapiens a pu se faire, qui est la capacité de reconnaître donc un tout autre et d'arriver à le symboliser. Alors, je crois qu'il faut bien s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par sacré, pour le définir à la manière dont le définissent les anthropologues, et qui n'a pas simplement à voir avec les religions. Quand on dit sacré, on pense à quoi d'autre ? En opposition, profane. Donc, quand on dit que cet Homo sapiens comprend la complexité du sacré, enfin qu'il vit en fait le sacré, c'est par rapport à cette bipolarité de la vie qui s'exprime à travers deux tendances qui ne sont pas opposées mais complémentaires, qu'on appelle le profane et le sacré. Ce dont Mircea Eliade, par exemple, fera tout un ouvrage, le sacré et le profane. Donc, le sacré et le profane sont comme deux directions ou tendances de la vie. C'est-à-dire cette vie qui apparaît, qui est représentée dès nos ancêtres, comme un grand souffle, et qui va parcourir tous les éléments de la création et qui s'exprime un peu comme une respiration, avec deux tendances, inspire, expire. Donc on aurait, c'est une manière d'interpréter ce sacré, ce profane, deux mouvements, l'un qui va vers l'extérieur, qui est comme un mouvement centrifuge, qui permet à la vie de se diffuser, de se dissiper et de créer aussi, qui va du centre vers l'extérieur, et une autre force, exactement l'inverse, qui serait une force centripète, qui ramène au centre, qui ramène aussi à l'origine des choses, et qui permet la régénération et le renouveau, et le retour à une certaine unité. Donc c'est comme ça que la vie est un peu vue. Par exemple, l'image qui me vient, c'est le symbole de la double spirale, vous savez, qui est souvent représenté
Bon, si vous allez en Bretagne, à Gavrinis notamment, vous voyez sculpté sur les menhirs cette spirale ou cette double spirale, qui est l'expression de cette vie sous ces deux tendances complémentaires. Ces deux tendances complémentaires, on peut les appeler le profane et le sacré. Le profane étant lié à la force centrifuge, donc d'extériorisation, qui permet l'expression quantitative, mais aussi la croissance matérielle des choses, et le sacré, qui est la force centripète, qui ramène à l'origine, à l'unité, et qui est à la base de la régénération. Là, ça serait ce qu'on appelle aujourd'hui l'entropie, c'est-à-dire l'usure, qui serait la force centrifuge, et la négantropie, force complémentaire, qui permet le renouveau, la régénération, qui ramène au centre. Donc, c'est ainsi que les anthropologues comprennent aussi cette dialectique du profane et du sacré. Donc, le mouvement vers le sacré, ou cette expression du sacré, serait un mouvement pour se souvenir, pour se réenraciner et pour se qualifier, quelque part. Donc, il y a toujours ce double mouvement. C'est ainsi qu'on verra qu'il y a des méthodes extrêmement précises, par exemple, pour faire passer un espace de l'état profane à l'état sacré, de faire un lieu sacré, puisque on constate quand même sur toute la planète que ce sont souvent les mêmes lieux, les mêmes endroits qui sont considérés sacrés, et pas par une seule culture, mais par des cultures extrêmement différentes, de croyances, religions différentes. Sous une cathédrale, vous avez un bâtiment romain qui est lui-même construit sur une crypte celtique ou celto-ligure, vraiment. Et la cathédrale, elle peut être transformée en mosquée ou en enveloppe, vraiment. Mais c'est toujours le même lieu. Donc, je ne sais pas combien de lieux sur la planète sont répertoriés lieux sacrés, mais c'est peut-être quelques dizaines de milliers, mais on voit qu'à travers les civilisations qui se succèdent, ce sont toujours les mêmes lieux qui sont investis d'une force ou d'une signification qui dépasse les caractéristiques simplement esthétiques du lieu, même si ces lieux sont souvent beaux, par la nature, et c'est vrai que c'est des environnements souvent absolument magnifiques, mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui fait que ce sont ces éléments qui sont choisis. Ce sont ces lieux qui sont choisis. Et pour le temps, c'est pareil. Quels que soient les calendriers, les croyances, les religions, on va trouver certains moments dans l'année qui sont toujours les moments sacrés. Et notamment les passages de saison. Partout, il y a eu des fêtes du printemps, partout, il y a eu des fêtes de l'été, de l'automne, de l'hiver. Même si ça ne correspond pas forcément exactement au même jour, disons que là, il y a une universalité de comment un moment dans l'année passe de l'état profane à l'état sacré. Et pourquoi il y a eu cette instauration? Ça, c'est la grande question. Donc, c'est l'irruption, enfin on peut le dire à la manière d'Héliade, c'est l'irruption de la fonction du sacré en tant que phénomène irréductible de l'être humain qui caractérise l'homo sapiens, qui est un homo religiosus. Bien, comme on le verra, ce qu'explique Héliade, parce que ça c'est son champ de travail et de recherche, c'est que le sacré est un élément dans la structure de la conscience de l'homme et pas un stade dans l'histoire de cette conscience. Alors, ça, c'est vraiment très très important pour comprendre. Il explique que le sacré, oui, je répète, le sacré, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans la nostalgie des origines, le sacré est un élément
dans la structure de la conscience de l'homme. Ça fait partie, c'est un élément structurel de la conscience humaine et non un stade dans l'histoire de cette conscience. Le sacré est un élément dans la structure de la conscience et non un stade dans l'histoire de cette conscience. C'est-à-dire, lui, il définit l'homme, l'homo, vraiment comme un homo religiosus. Et qu'est-ce qu'il entend par l'homo religiosus? C'est celui qui a l'expérience, qui vit l'expérience concrète de la fonction du sacré. Donc, pour l'instant, on dit Homo sapiens est égal Homo religiosus, mais il n'est pas interdit de penser que peut-être un jour on dira l'Homo habilis ou l'Homo erectus était déjà un Homo religiosus. Simplement, là, le problème, c'est les restes, sur quoi, évidemment, se base. Et à partir du moment où il y a des rites funéraires, ce n'est pas un argument suffisant pour penser que c'est un Homo religiosus. Oui. Parce Oui. que tout autre, c'est transcendantal. Oui, tout à fait, exactement. Oui, oui. C'est pour ça, oui, l'homme de Néandertal, qui est vraiment connu pour ses grands éléments, ses grandes tombes, éléments funéraires, est déjà homo religiosus. Oui, oui. Mais il y a une certaine... Bon, vous imaginez que ça ne va pas non plus sans difficulté pour faire passer cette vision. Pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau de l'Homo habilis et l'Homo erectus, on dit homme symbolique. Pour les raisons que je vous ai... Par contre, spécificité de l'Homo sapiens, donc, qui englobe l'homme de Néandertal, là c'est vraiment l'expression de cette fonction du sacré, aussi parce qu'on a plus de preuves tangibles. Pour l'Homo habilis, qu'on avait trouvé les rites funéraires, vous avez cru comprendre que c'était pour l'Homo habilis. Non, les rites funéraires, ils commencent avec l'Erectus. Avec Erectus, oui, oui. Erectus, c'est le feu, donc l'existence du feu, rituel du feu, et rituels funéraires qui vont se développer de manière incroyable avec Néandertal, mais déjà Erectus. Simplement, c'est la seule chose qu'on ait pour l'Homo erectus, feu, rituel funéraire. Après, pour Néandertal et surtout Sapiens, là on a évidemment une multiplicité de témoignages avec les mythes et les constructions, les temples qui commencent à se développer à partir de 10 000 avant Jésus-Christ. Bon, ben là, on a une structure plus complète. Mais déjà, oui, à partir du rituel funéraire, on peut dire il y a un sentiment religieux. Je vous définis justement à travers les mots de Julien Ries, qu'est-ce qu'il entend par expérience religieuse. L'expérience religieuse est l'expérience d'une relation de l'homme avec une altérité. L'expérience d'une relation de l'homme avec une altérité, avec un autre, avec une transcendance, avec le tout autre, avec Dieu. Enfin, selon la manière dont on l'appelle, le tout autre, Dieu, le transcendant. Cette expérience postule la conscience de cette relation avec l'autre. Dès lors, elle est l'expérience spécifique de l'homo religiosus, l'expérience du sacré. Donc, homo religiosus, expérience du sacré, expérience de l'altérité qui se crée. Et là, on peut vraiment parler de l'expression, la fonction du sacré. Comme dit Eliade, les études effectuées depuis moins d'un siècle par les anthropologues et les historiens des religions révèlent que le sacré est un élément, donc, dans la structure de la conscience et non un stade dans l'histoire de cette conscience. Le sacré et le profane constituent deux modes d'être dans le monde. La dialectique du sacré a précédé tous les mouvements de pensée découverts par la suite et leur a servi de modèle. Il y a vraiment une dialectique, c'est-à-dire un processus dynamique entre profane et sacré. C'est ce que Eliade va appeler, mais on y reviendra plus largement,
la notion de hiérophanie. La hiérophanie, l'apparition du sacré. Hieros, phanos. Hein? Hieros, le sacré, hein? Phanos, apparition. Hieros, phanos, hiérophanie, c'est l'irruption du sacré dans le profane. C'est ce qui commence. H-I-E, enfin E, R-O-P-H-A-N-I-E, hiérophanie. Ça veut dire quoi? Irruption du sacré dans le profane, ça veut dire par exemple un arbre, une montagne, une source, un lieu, un bâtiment était profane jusqu'au jour où il y a une irruption du sacré, c'est-à-dire il se passe quelque chose et ce même élément qui était banal, profane, rien ne le distinguait, devient sacré, c'est-à-dire commence à avoir une signification qui dépasse sa simple caractéristique. Vous prenez deux arbres l'un à côté de l'autre, l'un va devenir sacré, l'autre non. Il y a des montagnes sur la planète qui ont ce statut de montagne sacrée. La montagne d'à côté, qui peut être tout aussi belle et peut-être même plus, ne le sera pas. Personne ne va y aller. Hein? Vous avez, il y en a, je sais pas, une cinquantaine. Hein? Le mont Sinaï, le mont Olympe, le mont Mérou, le Kilimandjaro, le mont Saint-Michel, la Sainte-Victoire. On a aussi nos montagnes sacrées. Le Garlaban, moindre. Bon, voilà, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? L'irruption du sacré dans le profane, ça veut dire que tout d'un coup, on va donner à cet élément un sens autre. C'est comme quand on dit dans le langage courant, ça pour moi c'est sacré. Ça veut dire que j'y tiens parce que ça donne une signification, j'y accorde une signification plus importante qu'à un autre objet ou un autre être qui pourrait avoir des qualités même peut-être plus grandes. C'est ça le sacré, c'est-à-dire on revêt cette caractéristique du tout autre. C'est pour ça qu'il va y avoir par rapport au sacré, après, mais c'est une conséquence, un certain nombre d'interdits, on ne touche pas au sacré, un certain nombre de codes, pas parce que en tant que tel on ne peut pas y toucher, mais parce qu'il est porteur d'une signification qui relie le ciel et la terre, qui relie l'homme en fait au ciel et à la terre, ce qui est le propre en général des lieux ou des temps sacrés. De faire un office de lien. C'est pour ça que c'est l'homo religiosus, puisque religare, religion, religare, c'est relier. Donc l'homo religiosus, pour le sortir un peu du côté simplement croyance religieuse, c'est l'homme qui relie, qui est capable de relier le visible avec l'invisible, la vie avec la mort, le sacré et le profane. Il est dans cette dialectique. Ça ne pose pas question aux philosophes actuels de savoir que depuis la nuit des temps, le sacré était vraiment inné dans que c'est une structure, bien sûr. Structure de la conscience, on avait dit, j'ai bien noté. Oui. Donc, moi j'ai répété ce que dit Mircea Eliade, une structure de la conscience. Bien sûr, ça ne va pas sans questionnement, sans question. Bien sûr, il peut y avoir tout à fait des contrôles. Dans l'anthropologie, vous avez plusieurs branches. Là, moi, je vous parle. Je vous ai donné quelques éléments de l'anthropologie plus physique, mais il y a quand même des passerelles avec l'anthropologie religieuse. C'est-à-dire l'anthropologie qui étudie justement les comportements de l'homo religiosus, de l'homme qui fait. Vous avez des tenants inconditionnels de l'anthropologie physique, biologie, qui, eux, ne font que mesurer les crânes, les os et faire des fouilles, qui, eux, peuvent être assez éloignés de cette vision-là. Il y a pas mal de courants. Je vous les expliquerai là, juste après. Par rapport aux caractéristiques physiques.
le volume crânien, la longueur des os, uniquement les caractéristiques physiques des fossiles. Alors, après, mais c'est une branche absolument indispensable, parce qu'en fait, plus on remonte, plus on se base sur leurs travaux. Hein. Mais au niveau des hypothèses, oui, c'est sûr que ça pose question, c'est sûr. On se fait une petite pause, hein? Dernière citation sur le sacré et le profane, la dialectique du sacré et du profane, sur lequel on reviendra évidemment les autres séances. Je vous cite un tout petit passage d'Héliade dans le traité d'histoire des religions. Pour comprendre cette histoire de l'irruption, hein, du sacré dans le profane, la hiérophanie. Un arbre ou une plante n'est jamais sacré en tant qu'arbre ou en tant que plante. Ils le deviennent par leur participation à une réalité transcendante. Ils le deviennent parce qu'ils signifient cette réalité transcendante. Par sa consécration, l'espèce végétale concrète, profane, est transsubstantiée. Enfin, disons, on connaît le terme de transsubstantiation, hein, dans le christianisme. Disons, change de statut, en fait. Selon la dialectique du sacré, un fragment, un arbre, une plante, vaut le tout, le cosmos, la vie. Un objet profane devient une hiérophanie, c'est-à-dire un lieu privilégié d'expression du sacré. Non, le profane. Sachant qu'un élément peut être sacralisé et revenir aussi au statut, à l'état profane. Hein, il peut y avoir... Je pense à certains lieux, par exemple, qui ont été tout à fait extraordinaires à un moment donné et qui tombent dans l'oubli. Une image qui m'a beaucoup frappée lors d'un voyage qu'on a fait en Grèce il y a quelques mois, en Grèce et Turquie, la côte ionienne, où nous sommes allés à Milet. Et Milet, c'est un lieu évidemment hautement sacré, hein, pour les présocratiques et pour les Grecs, et c'est dans un état de total abandon, désolation, et ça fait une drôle d'impression, parce qu'on sent quand même un lieu très, très grand, qui fut puissant, et qui est abandonné à tel point que même les gardiens ne savent plus ce que cela représente. La seule chose qu'ils font, c'est faire payer l'entrée et faire payer les toilettes, et plus rien du lieu n'a de signification pour eux. C'est là où on voit comment... Ah oui, il reste plein de choses. Il y a eu des fouilles, mais qui ont été abandonnées faute de moyens. Et donc, on sent là un lieu qui redevient totalement anonyme, banal, puisque ça n'a plus de signification pour les gens qui y sont. Bon, c'est simplement un exemple, mais c'est vrai que ça fait drôle. Ça fait une drôle d'impression, de sentir toute cette énergie, ou ce sens qui peu à peu quitte le lieu. Et donc là, oui, on a des ruines, et ça fait mal au cœur, hein, vraiment. Les lieux sacrés, il faut les entretenir. Et voilà, exactement. Là, on sent qu'est-ce que c'est que la responsabilité humaine à entretenir un lieu sacré. S'il n'est pas entretenu... Les musulmans, ils n'en veulent pas. Partout où ils en ont, en Jordanie, il y a des choses magnifiques, Petra, tout ça. C'est pas du tout entretenu, c'est touristique. Alors voilà, au mieux c'est entretenu pour les touristes, mais le problème c'est le sens. Vous voyez, tout ça pour faire comprendre que le sacré est lié au sens, à la signification qui dépasse les caractéristiques simples d'un lieu ou d'un moment. Voilà, donc c'est pour ça que certains disent on est dans une époque évidemment de désacralisation d'un certain nombre de choses, et en même temps, si on croit Héliade que le sacré est une structure de la conscience,
bon, il continue à y avoir des besoins de sacré qui sont intacts, mais par manque de canaux, disons, adéquats ou cohérents, ce besoin du sacré, ou cette structure du sacré, peut s'exprimer de manière totalement anarchique ou débridée. Ce qu'on voit, par exemple, mais là c'est très canalisé, dans la publicité, qui emploie le langage symbolique, là vraiment, parfois sans le savoir, et dans la perspective de faire consommer tel ou tel produit. Donc là, il y a vraiment comme une sorte d'utilisation ou de détournement du sacré à des fins matérielles, ce qui est grave. Bon, ça c'était petite parenthèse. J'en viens maintenant à un panorama rapide, mais quand même pour donner quelques points de repère des grands penseurs du sacré, de ceux qui font référence encore aujourd'hui sur cette réflexion sur le sacré. Les grands penseurs du sacré. Donc, est-ce que toujours des Allemands? Caillois était français, Elia d'origine roumaine. Mais c'est vrai que vous avez des courants, c'est vrai, et que dans des courants, Elia d'origine roumaine, oui, roumain. Oui. Alors, on va commencer par un qui n'est pas forcément très connu, qui est Ernst Cassirer, 1874-1945. C'est tous des gens près de cette période, donc était anthropologue et philosophe, et qui est peut-être le pionnier en anthropologie pour avoir recentré cette discipline sur la notion du mythe et sur le phénomène humain qui l'accompagne, qui est la notion de symbole. Il passe, probablement à juste titre, pour le père de ce nouvel esprit anthropologique, c'est souvent une expression qui est employée, nouvel esprit anthropologique, qui découvre ou redécouvre l'homme symbolique. Et voilà, je vous cite simplement un petit passage de ce qu'il écrit dans Essai sur l'homme, puisque c'est lui qui a, des premiers, utilisé cette expression de homo symbolicum. Alors, je ne sais pas pourquoi on trouve parfois l'expression symbolicus ou symbolicum, masculin ou neutre, mais bon, c'est pareil. Homo symbolicus. Homo symbolicus, c'est masculin. Mais comme il y a aussi des femmes qui sont symbolica, on peut utiliser aussi symbolicum. Alors, voilà ce qu'il dit Cassirer. Les grands penseurs qui ont défini l'homme comme un animal rationnel n'ont jamais voulu rendre compte totalement de la nature humaine. Ils exprimaient plutôt ainsi un impératif moral fondamental. Le terme de raison est fort peu adéquat pour englober les formes de la vie culturelle de l'homme dans leur richesse et leur diversité. Or, ce sont toutes des formes symboliques. Dès lors, plutôt que de définir l'homme comme animal rationnel, nous le définirons comme animal symbolique. Ainsi, pouvons-nous désigner sa différence spécifique et comprendre la nouvelle voie qui s'ouvre à lui, celle de la civilisation. Donc là, il emploie le terme animal, mais disons, bon, vous comprenez, pour lui, l'homme, sa spécificité, c'est donc d'avoir toujours fonctionné avec des symboles, donc être homo symbolique. Donc, cette émergence ou cette réémergence de la notion de mythe et de symbole au centre de la réflexion anthropologique a été donc ouverte par Cassirer et ensuite elle s'est renforcée notamment par les travaux de Jung et par ceux de tous ces chercheurs qui se retrouvent dans le fameux cercle ou les rencontres d'Eranos qui réunit d'éminents anthropologues comme Giuseppe Tucci qui sera un grand spécialiste du Tibet et notamment de la symbolique des mandalas, mais aussi Henri Corbin, dont on a souvent parlé par rapport à l'islam iranien, Gérard van der Leu et Mircea Eliade. Et tout ce courant d'études des mythes, ou des mythologies, des mythogrammes, a été poursuivi en France pendant longtemps par Gilbert Durand,
dont je vous avais parlé par rapport à ses travaux sur les structures anthropologiques de l'imaginaire, qui est disparu il y a 2 ans, en 2012. Donc il y a comme une sorte de grande filiation. Alors, le sacré, pour dire que le sacré occupe désormais une place quand même importante dans les sciences humaines. Alors, on peut distinguer 3 courants qui vont en parler. 3 courants fondamentaux qui se partagent donc ce domaine d'investigation du sacré. On a d'abord la recherche sociologique ou ethnologique. Recherche sociologique et ethnologique. On va voir certains représentants. Deuxième courant, ce qu'on appelle la recherche phénoménologique, qui va s'intéresser à la description des phénomènes du sacré. Donc le premier courant, c'est la sociologie ou l'ethnologie. Deuxième courant, la recherche phénoménologique. Et le troisième courant, qui est la recherche comparée, notamment en histoire des religions, dont un des grands spécialistes sera Mircea Eliade. Alors, premier grand courant, la recherche sociologique et ethnologique. Ce qu'on appelle parfois une sociologie du sacré, où on va avoir 3 grands représentants qui sont Émile Durkheim, Marcel Mauss et Roger Caillois. Alors, ce qui est essentiel dans ce courant, son nom dit bien ce qu'il veut dire, sociologie ou ethnologie, ils vont s'intéresser plus particulièrement au côté social, c'est-à-dire au côté collectif de cette expression du sacré. Et c'est là où on verra avec Durkheim les notions essentielles de mana. Vous avez peut-être entendu parler. Mana. Et la notion de totem. Bon, je vais y venir tout à l'heure. Donc ça, c'est sociologie du sacré. La phénoménologie, donc elle va s'intéresser aux manifestations du sacré, plus vécu au niveau collectif, au niveau social, mais au niveau individuel. Et là, il y a donc cette notion d'homme religieux, pas simplement de société religieuse ou de clan religieux. Il y a une perspective beaucoup plus individuelle. Comment se comporte l'homo religiosus, quelles sont les manifestations. Et là, on va avoir un grand représentant qui est Rudolf Otto, qui va parler de la psychologie de l'homo religiosus. Donc là, on s'intéresse à la personne même, pas simplement au fonctionnement collectif. En fait, il faut voir les 3 parce que ça se complète. Et le troisième courant, donc, qu'on peut appeler recherche comparée, recherche comparative, qui est le propre de l'école d'Eliade, qui sera poursuivie par Durand, là qu'on peut appeler une herméneutique du sacré. Herméneutique du sacré. C'est-à-dire comment le fait de travailler sur toutes ces expressions du sacré, sur ces hiérophanies, est aussi une manière de transformer. C'est ça le propre de l'herméneutique, de transformer celui qui fait ses études ou ses recherches. Donc 3 grands courants, sociologie du sacré, phénoménologie ou psychologie du sacré, et herméneutique du sacré. Grosso modo, on couvre comme ça il y a des mini-courants, mais donc sociologie, le côté social, psychologique, comment on le ressent, comment c'est vécu, ressenti, et herméneutique du sacré, c'est-à-dire un processus évolutif pour notamment le chercheur ou le lecteur de tous ces travaux. Alors, sociologie du sacré, on a donc Émile Durkheim, Marcel Mauss qui va continuer, et aussi Roger Caillois.
Alors, Émile Durkheim, et ça c'est le propre de ce courant, voit dans la société l'origine du sacré. C'est-à-dire, là, il y a vraiment un côté, un aspect social, donc collectif, à l'expression du sacré. Et il va expliquer la notion de mana, M-A-N-A, qui est cette force du sacré, qu'il décrit comme une sorte de force impersonnelle et anonyme, mais qui est présente dans le clan, ou dans la tribu, et qui va être source d'identité ou d'identification du clan ou de la tribu, le mana. Et le totem, ça c'est quelque chose qu'on connaît un peu mieux, est ce qui va exprimer et symboliser le mana. Donc qui est la représentation concrète, c'est sur une sculpture, vous avez vu peut-être, il faut aller au Quai Branly, musée du Quai Branly à Paris, pour voir toutes ces expressions de l'homme primitif ou de l'homme premier, avec ces grandes sculptures en bois absolument magnifiques, ce sont des totems, placés souvent au centre, la place du village, du clan, et qui représente cette puissance du tout autre, qui est la puissance du mana, mais qui est une puissance collective. Vraiment, il insiste sur cet aspect du clan, de la tribu. Et il explique que le mana est la souche du sacré, que notre fonction du sacré s'enracine dans cette notion de mana. Donc le sacré est lié à une force collective provenant de la société. Disons qu'il ne s'intéresse pas au vécu individuel du sacré. Et il va faire donc lui aussi la distinction sacré, profane, bien sûr, et étudier le totémisme comme une sorte de religion universelle. Totem. C'est ce qu'on va retrouver chez Lévi-Strauss, avec son fameux ouvrage Totem et tabou. Alors ensuite, on va avoir Marcel Mauss, qui est son élève, qui va continuer dans la même voie de la distinction sacré-profane et du totémisme. Et ensuite, Roger Caillois, qui est un élève de Mauss, donc il y a vraiment une succession, qui va écrire un livre célèbre qui s'appelle L'homme et le sacré, et qui va tenter de fonder une sociologie du sacré. Lui va montrer que ce sacré, ces forces du sacré, elles sont ambivalentes, elles peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de cette fonction du sacré, qui n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Tout dépend à quelle finalité ou à quelle fin elle est utilisée. Et il va montrer que la vie de la société, mais c'est toujours social, ne peut être assurée que par un équilibre harmonieux entre sacré et profane. Donc là, c'est très intéressant comme courant pour montrer le fonctionnement des sociétés les plus archaïques autour de cette dialectique du profane et du sacré et du sens qui est donné à certaines choses. On a encore aujourd'hui quelques éléments d'observation, malheureusement plus beaucoup, par exemple avec les aborigènes d'Australie et leur peinture, à la fois corporelle et les sculptures qui sont extrêmement symboliques et qui font appel à des mythes de création avec les hommes, les animaux, c'est extrêmement riche. Et aussi, mais là, malheureusement, c'est avec les Tahitiens, les Indiens, notamment d'Amérique du Nord, avec le peu d'éléments authentiques, malheureusement, qui restent. Mais là, on a des
des exemples de peuples encore qui fonctionnent de manière très proche du fonctionnement des débuts de l'Homo sapiens. Donc, sociologie du sacré. Bon, je passe assez vite, c'est simplement pour donner quelques points de repère. Psychologie de l'Homo religiosus, donc là, on change de point de vue. C'est plus la société ou le clan, c'est l'individu. Et là, on a Rudolf Otto, qui est un historien des religions, qui est, bon, ses dates, c'est à peu près pareil, c'est 1869-1937, hein, donc à cheval sur la fin du 19e, début du 20e. Et lui va être le créateur d'un mot. Ouais, bravo. Cet élément du sacré, vécu par l'individu, il va inventer le mot numineux. Numineux. C'est-à-dire, vous écrivez lumineux, simplement vous remplacez le L par un N. Numineux, qui vient effectivement de la racine latine numen, numen, N-U-M-E-N, qui fait référence au mot grec nous. C'est le principe, hein, le principe, l'origine, la loi, pour exprimer aussi ce côté transcendant, hein, du sacré. Alors c'est très intéressant, il va expliquer que, là aussi, définir l'homme uniquement par son aspect rationnel est réducteur, et que ce qui définit l'homme, c'est pas simplement sa raison, mais son accès à ce tout autre, hein, cet élément du sacré qu'il va appeler le numineux, et il va expliquer la convergence des grandes religions autour de cet élément central qui est le sacré. Il explique que le sacré est, je cite, d'une qualité absolument spéciale qui se soustrait à tout ce que nous avons appelé rationnel et complètement inaccessible à la compréhension conceptuelle et en tant que tel constitue quelque chose d'ineffable. C'est-à-dire de très difficilement explicable, qui ne fait pas forcément l'objet d'une description très, très rationnelle et qui est très difficilement transmissible aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment, là on retrouve cette idée qui a été très très grandement développée par Eliade, vraiment d'une expérience du tout autre. Et ce numineux, vous vous rappelez, on l'avait étudié, ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'exprimer sous un double aspect pour bien montrer l'ambivalence de cette notion du sacré. Il va expliquer que ce numineux s'exprime simultanément ou chronologiquement sous un aspect fascinant, ce qu'on appelle le fascinance, et en même temps repoussant, le très mince. Bon, il emploie des termes latins, mais bon. Le sacré est à la fois très mince, T-R-E-M-E-N-S, très mince, et fascinance. C'est-à-dire, il y a à la fois, et il va développer cela dans les comportements, une attirance, et en même temps, une certaine terreur même, hein, ou effroi, par rapport à justement ce tout autre. Ce qu'on trouve bien, ce que Eliade va aussi bien décrire, par exemple dans le chamanisme, qui est une des expressions du sacré propre aux populations sibériennes et qui s'est un peu développée, où on voit bien que l'expérience du chaman, elle est fascinante et effroyable. Parce que le chaman, hein, dans son initiation, dans son vécu du sacré, il risque quand même sa vie. Ou sa santé mentale. Mais s'il réussit ce contact, hein, vous connaissez l'histoire du chaman, hein, qui
fait l'ascension au boulot, à l'arbre sacré, qui en redescend, investi d'un certain nombre de pouvoirs qu'il doit mettre au service de la collectivité. Ça, c'est la clé déontologique, la charte déontologique du chaman. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas pour lui. Et si après il a des dons de guérison, de voyance, etc., ça sera toujours pour le bien de la collectivité. Mais c'est là où on voit qu'il y a une sorte d'ambivalence du sacré, où il y a une sorte de fascination, parce que c'est vrai que de l'extérieur ça peut sembler tout à fait magnifique, avec le tambour, l'extase, le vol chamanique et tout y quanti, mais qu'en fait c'est traverser des plans de conscience quand même peu ordinaires. Comme les derviches? C'est pas la même chose, mais ce qui est ressenti peut s'apparenter, oui, à une expérience d'extase. Le vol chamanique, c'est l'extase chamanique. C'était plus personnel aussi. Ah, dans la voie soufie, non plus. Non, non. Dans la véritable voie du derviche ou du soufi, il y a aussi un lien profondément ancré d'appartenir à un rite collectif. Un derviche, il danse avec d'autres et le but n'est pas d'atteindre l'extase pour lui-même, mais d'être un participant conscient de l'harmonie du monde. Et pour ça, on doit dépasser le côté personnel. Si. Mais après, peut-être, aujourd'hui, on fait les danses pour de derviches, pour les touristes et tout ça, donc ça n'a plus aucun sens. Mais initialement, la confrérie soufie qui a été créée autour de ça, c'est bien pour faire le lien entre le ciel et la terre. Donc, évidemment, soi-même étant un axe, stable, justement, pour pouvoir tourner, mais avec les autres, puisqu'il s'agit de représenter la danse du cosmos, la danse des planètes autour du Soleil. Donc, évidemment, c'est pas pour soi. Donc, fascinante tremens, dans la psychologie de l'homo religiosus, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce contact avec, de toute façon, l'inconnu, avec le tout autre, dont on ne percevra jamais totalement le mystère. Et c'est en cela où ça attire, mais ça peut aussi faire peur. C'est en ce sens, pour ça une manière assez simple de le comprendre, c'est par rapport au vécu, par exemple, des éléments de la nature. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Ces éléments sont vus de manière symbolique comme extrêmement ambivalents. Puisque quand l'eau se déchaîne, donc l'eau est-elle bonne ou mauvaise? Mais elle peut être l'une ou l'autre, quand il y a des excès. La terre, pareil. Donc, quel est le comportement de l'homo religiosus par rapport à cela? Pas de se dire je vais maîtriser les éléments, qui est quand même une des caractéristiques de l'homme un peu désacralisé, qui se pense, comme disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Non, on va essayer de comprendre l'élément, de dialoguer avec l'élément, de se concilier l'élément, parce qu'on ne sait jamais. L'inexplicable fait peur. Oui, il y a un côté inconnu, donc on dialogue avec l'élément, ce qui va donner un certain nombre de comportements qui peuvent nous sembler un peu fantaisistes, mais où on parle à l'eau, où on parle au feu, c'est à l'esprit de l'eau, à l'esprit du feu. On va parler aussi à la bête, à l'animal qu'on va tuer, pour lui expliquer que on ne la tue pas par simplement plaisir, mais parce qu'il y a besoin de se nourrir. Ça donne une idée des relations que l'homo religiosus tisse avec son environnement, très différents, extrêmement riches, mais sans aucune volonté de maîtriser quoi que ce soit. Et c'est là le côté tremens, c'est-à-dire on sait que
on ne pourra pas maîtriser complètement la chose. Donc c'est une attitude plus d'humilité par rapport à l'univers et surtout de lien. Et lien aussi, ça va donner le lien avec les ancêtres, avec les morts. Enfin, on tisse des liens avec tout son environnement pour se concilier, pour être ami avec. On va faire des prières aux éléments, enfin, tout ça c'est le comportement de l'homo religiosus, mais où il y a toujours cette dualité. Donc l'intérêt de Otto, c'est d'avoir bien montré les phases de cette expérience du sacré. Et enfin, donc, l'herméneutique du sacré, c'est-à-dire comment tout ça peut nous donner une idée de l'évolution de l'homme, et que l'étude du sacré, le vécu du sacré peut transformer l'homme, avec ce grand historien des religions qui est Mircea Eliade, qui lui a commencé son parcours avec une vision orientale, puisqu'il est allé en Inde et il a étudié notamment le yoga, ses premiers ouvrages, Eliade, oui. Le yoga, et ensuite il s'est aussi plongé dans le chamanisme. Il a écrit des beaux ouvrages sur le chamanisme avant d'être un immense chercheur sur tous les différents mythes, symboles des civilisations. Enfin, il a touché à peu près toutes les civilisations passées et actuelles. Et ce qui l'intéresse, c'est de mettre en évidence les mécanismes de la pensée, donc de l'homo religiosus, ces éléments constitutifs de l'homme. Donc cette histoire de la structure, que le sacré est une structure de la conscience, et donc comment ça fonctionne. Et c'est ce qui va donner son approche comparée des mythes, des rites, des symboles, des initiations, dans un grand nombre d'exemples, en cherchant les invariants, bien sûr, c'est une approche comparée, mais sans tomber, enfin c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais dans l'analyse structurale, qui est par exemple le courant de Lévi-Strauss, qui a essayé de faire rentrer tous ces récits mythiques un petit peu dans des cases, dans des catégories, des structures, ce qui à la fin donne une vision assez raide et un peu desséchante du mythe. À telle enseigne que même peu avant sa mort, il exprimait beaucoup de réserve ou presque de doute sur l'intérêt du mythe dans l'histoire humaine. Ce qui est exactement le contraire d'Eliade, pour qui cette approche comparée des mythes, des rites, des symboles de l'humanité était pour lui vraiment la base d'un nouvel humanisme. C'est-à-dire une nouvelle vision de l'homme, et surtout, comme il le disait, de sortir du provincialisme culturel européen. Nous sommes à la veille des élections européennes, donc il s'est fait beaucoup d'amis avec ça. Il disait, voilà, si on veut rapprocher des cultures occidentales, orientales, et aussi rapprocher les éléments à la fois dans la chronologie, mais dans les espaces géographiques différents, il faut pouvoir faire cette étude comparée, c'est ce à quoi il a consacré sa vie, pour confronter l'occidental à d'autres mentalités, d'autres valeurs, et lui faire perdre un certain nombre de préjugés. Il disait sortir du provincialisme culturel européen. Et je crois que, bon, il est mort en 1986. Je crois que s'il revenait, il dirait la même chose. C'est-à-dire, malgré la mondialisation, et le fait qu'il y ait une sorte de nivellement ou d'homogénéisation d'un certain nombre de comportements, il n'en reste pas moins que ce provincialisme culturel européen subsiste.
subsiste encore de manière consciente ou inconsciente, et on a encore quand même cette idée que cet homme premier, on dit plus primitif, mais premier, était quand même un peu soumis à des instincts qui n'étaient pas aussi civilisés que nous pouvons l'être aujourd'hui. Et Eliade a pris souvent le contre-pied de cela en montrant qu'il y avait parfois beaucoup plus de civilité ou d'altruisme ou de qualité humaine chez des peuples primitifs que chez des peuples dits civilisés. Donc lui, il a été un militant, disons, de cette approche comparative, pas simplement pour écrire des livres qui sont comme des encyclopédies de l'expérience de l'homo religiosus, mais vraiment comme la base d'une nouvelle vision de l'homme et d'un nouvel humanisme. Je vous donne pour finir une citation d'Eliade. L'histoire des religions n'est pas uniquement une discipline historique, comme par exemple l'archéologie ou la numismatique, le fait d'étudier les pièces de monnaie. Elle est également une herméneutique, puisqu'elle est appelée à déchiffrer et à expliciter toutes les rencontres de l'homme avec le sacré, de la préhistoire à nos jours. Or, par modestie, ou peut-être par trop grande timidité, les historiens des religions ont hésité à valoriser culturellement les résultats de leurs recherches. Mais aucun homme de science n'a attendu que tous les faits soient rassemblés avant d'essayer de comprendre les faits déjà connus. En outre, il faut se délivrer de la superstition selon laquelle l'analyse représente le véritable travail scientifique, ainsi que de la croyance selon laquelle on ne devrait proposer une synthèse ou une généralisation qu'assez tard dans sa vie. Bon. Évidemment, c'est pour répondre à un certain nombre de critiques qui ont pu lui être adressées, qu'il extrapolait, il interprétait un certain nombre de choses. Lui, ce qu'il explique, c'est que cette approche comparative est une véritable herméneutique. C'est-à-dire elle doit pouvoir nous confronter, aussi bien le chercheur que celui qui lit ses livres ou que celui qui étudie tout cela, à une transformation de son regard. Et de bien considérer que nous avons plus de choses en commun avec les origines de l'Homo sapiens, il y a 10 000, 20 000 ou 30 000 ans, que ce qu'on veut bien le dire. Que ce qui nous réunit, points communs, sont peut-être plus importants, plus fondamentaux que ce qui nous en éloigne. Et donc, pas de mépris, pas de préjugés pour cet homme primitif, parce que peut-être il avait même mieux compris ou mieux exprimé que nous cette fonction essentielle du sacré. Et donc, ne tombons pas dans le cliché de dire tout ça c'est de la superstition, tout ça c'est des gris-gris, quand on va au musée du Quai Branly, on voit des choses magnifiques, mais qu'on ne comprend pas toujours. Des très beaux totems, des coquillages, plein de magnifiques choses. C'est vrai qu'on peut être dérouté, comme on est dérouté, je ne sais pas moi, quand on va au Mexique et qu'on voit des déesses mères qui ont des têtes de mort, des colliers faits de têtes de mort qui boivent du sang, et là on se dit oh là, c'est pas tout à fait l'idée que je me faisais d'une déesse mère, parce que nous c'est plutôt la déesse de Milo, des canons disons esthétiques différents. Et ça c'est une confrontation magnifique, parce que oui, on peut avoir une déesse mère à tête de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça interpelle, il faut aller sur la signification. Et c'est une très belle signification, là aussi de fertilité, de fécondité, de vie, mort, renaissance. Mais il ne faut pas s'arrêter au premier rejet. Parce que ça peut faire un certain effroi, effectivement, d'avoir ces déesses mères, ce modèle féminin, avec cette telle collusion avec la mort.
Et par rapport à ça, ça me fait penser, enfin, c'est une association, mais que chez les Celto-Ligures, par exemple, il y avait ces fameux trophées qui étaient les têtes. Il faut aller au musée d'histoire de Marseille. Maintenant, il y a une belle salle consacrée aux Celto-Ligures, avec, vous savez, ces fameux murs où on mettait les têtes, les crânes des morts, enfin, ou des vaincus. Et là, on a aussi quelque chose qui est, qui est assez frappant, parce qu'il y a toute une signification à cela, et pas simplement guerrière. Qu'est-ce que ça voulait dire que ces crânes incrustés dans les murs, ce qu'on trouve d'ailleurs aussi au Mexique, par exemple. Voilà. Donc ça touche aussi à l'universalité de certaines croyances. Maintenant, on est dans le superficiel et dans l'apparence. Oui et non, parce que on a perdu peut-être pas mal de signification, de compréhension de tout cela. Il n'empêche que, pour Eliade, par exemple, nous sommes contemporains de ces gens dits premiers, parce que sur l'essentiel, on fonctionne pareil. Simplement, les formes d'expression sont évidemment différentes. Mais le besoin de sacré, du tout autre, de la transcendance, il est là. Enfin, consubstantiel à l'homme. Et ça, bon, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, avec cette hypothèse, mais c'est intéressant, en tout cas, d'explorer cette piste. Donc, c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec ce qu'il appelle les fonctions du sacré, autour des notions d'archétypes, de mythes, de symboles et de rites, donc à la fois de manière transversale et civilisation à l'autre. Donc, pas la semaine prochaine, non, dans 15 jours. Voilà. C'est là.